Bienvenue au Financial Innovation Day, bienvenue à ce plateau organisé avec Finance et Conseil Méditerranée qui va traiter de la question sensible pour les porteurs de projets, comment rassembler les 200 premiers kilos d'euros qui sont un petit peu le chiffre moyen, magique, où on se dit on va pouvoir entreprendre. Avec nous pour en parler, Christian Rey, qui est directeur de Marseille Innovation, Marc Messina de iMessina Communication, qui représente le consortium Manager Academy PACA, qui pourra nous parler de la formation, et puis Richard Estève de la société Atayen, qui développe des applications sur le web, plus particulièrement sur Facebook, si on a bien compris, et qui va nous expliquer comment ils ont pu faire une belle levée de fonds pour assurer leur développement. Alors Christian, donc les pépinières de Marseille Innovation, on est des entreprises qui depuis des années se posent cette question. Si tu reprends un petit peu la méthodologie de base, quel est le parcours pour réunir le premier capital, le premier haut de bilan un peu conséquent qui va permettre d'envisager l'avenir si on est une start-up? Bon alors, la réponse, c'était justement de ne pas parler que de financement de haut de bilan et de redire simplement ce matin qu'on ne démarre pas une entreprise forcément en ayant trouvé 200 000 euros en capital risque. Je veux dire, il y a plein d'outils sur le territoire qui existent qui permettent de justement sécuriser ce premier parcours suivant qu'on a un service ou un produit. Et donc de financer la phase de prototypage, la phase d'étude de marché, de financer les premiers emplois. Donc il y a plein de dispositifs sur ce territoire qui sont publics et privés et qui concourent à trouver ce chemin. Voilà. Et encore une fois, on ne va pas voir des investisseurs forcément le premier jour, on ne va pas voir des business angels le premier jour. On peut donner un chiffre voilà. sur le capital risque en région. On était à 70 interventions au capital risque jusqu'à 2013. On est passé au-delà de 100 en 2014. On doit être à 140, ce qui est un record historique dans notre région. Mais ça fait que 140 entreprises, oui, dont une partie sur la reprise-transmission dont on a parlé tout à l'heure, qui ont trouvé une société de capital risque un tout petit peu en amorçage, beaucoup en masse en reprise d'entreprise et beaucoup en nombre en capital investissement. Donc il y a 140 heureux là, mais il y a d'autres entreprises qui se financent et qui ne se financent pas que par ça. Donc oui, ça voilà, c'est très important. Ça c'est le vrai sujet. C'est un financement important, mais c'est pas que. Alors, encore une fois, on a une centaine d'entreprises dans les couloirs au quotidien. On doit monter pour de l'ordre de 5 millions d'euros de budget de dossiers financés tous les ans pour eux. Et ça va être de la bourse French Tech à la BPI. Alors, si on prenait une à une les étapes, oui, voilà, qui sont bankable, qui sont accessibles, voilà, parce que vous avez la pratique. On a une application numérique, on est dans le monde de l'Internet, on va essayer de développer un nouvel usage. Aujourd'hui, on sent bien que une fois qu'on a dit qu'on voulait ubériser la société, il faut tester les choses. Donc on est même les investisseurs dans ce monde-là, ils ont besoin de concret. Une appli dans ce monde-là, elle va pivoter tous les 6 semaines pour s'adapter aux besoins du marché qui bouge tout le temps. Donc bon, il y a des dispositifs type la bourse French Tech et la BPI, qui est une subvention à 30 000 euros. C'est un dossier à monter. Et si ça c'est le jackpot, la bourse French Tech. Oui, non, mais exceptionnel quand même. La bourse French Tech de la BPI est un produit absolument extraordinaire pour aider une boîte dans le numérique à tester une validation de marché. On a dans les couloirs des gens qui sont passés d'une bourse BPI à 30 000 euros à une levée à 1,5 million. Ah, et entre les deux, il ne s'est rien passé d'autre que ça, parce qu'avec ça, ils ont fait un proto, ils ont testé, ils ont vérifié. Et entre les deux, il ne s'est rien passé. Ça, c'est rarissime. C'est pas comme ça que ça se passe en général, mais ça, c'est le cas extrême. Une société qui s'appelle 3D Roder, qui a fait 2 fois Las Vegas, et ils ont une interface home machine où on peut se promener dans les mondes virtuels avec les pieds. On a eu une bourse French Tech à 30 000 et avec ça et les sous des fondateurs, ils ont tenu le temps qu'il faut pour faire la levée de fonds à 1,5 million. Mais c'est pas l'habitude. L'habitude, c'est effectivement la bourse French Tech, ça permet de vérifier que ce produit il fonctionne face à un marché. Et bien en parallèle à ça, il va falloir alimenter l'entreprise. Alors quelles sont les autres sources par exemple, le territoire a un outil qui est comment s'appelle le FIMP, le Fonds d'innovation Marseille-Provence Métropole, qui finance de l'emploi, le FIMP, qui finance des emplois
à hauteur de 6 000 euros sur les 10-12 premiers emplois suivant le plan de développement de ce projet. Donc c'est un projet financé à la fois par l'État, le Conseil général et la métropole. Et ça s'applique à des emplois qui sont créés sur le Technopole, au pôle média et à Lumini. Bon, ça c'est un exemple d'un outil sur lequel on peut récupérer 50 à 60 000 euros en deux étapes si on va créer des emplois dans son projet d'entreprise. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec une bourse BPI French Tech qui va vous aider à expérimenter votre produit. Ça n'a pas grand-chose à voir non plus avec Capinov Eco, qui est un prêt à la personne du Crédit Agricole, qui a peut-être dû le présenter tout à l'heure. Donc en fait, tous ces dispositifs qui s'adressent ou au produit, ou à la personne, ou au projet, ou à financer la partie faisabilité techno, tout ça, c'est une ingénierie qui s'enclenche à la queue leu, qui fait qu'on arrive à lever ces fameux 150, 200 000 euros. La plateforme d'initiative locale, elle a un rôle? Oui, bien sûr. Et encore une fois, à chaque fois, c'est des tickets à 5 000, 10 000, 15 000, 30 000 pour la bourse French Tech, qui permettent de tenir, de commencer à valider son proto, son service, d'aller voir un banquier. Quelques banquiers, certains ce matin, ont présenté des outils, ont mis en place depuis 5 à 10 ans des outils d'ingénierie de financement qui sont des prêts à la personne, des prêts à l'entreprise. Ça qu'à entreprendre, voilà. Pas encore évoqué. Certains comme la Banque Populaire, la BPPC, le Crédit Agricole, d'autres entrants aujourd'hui s'intéressent à l'innovation. Le CIC était présent ce matin, ils sont très entrants là-dessus. La Caisse d'épargne à Marseille a une vraie volonté sur l'innovation. Donc on voit des banques plus actives que d'autres, avec des outils, avec des équipes qui ont anticipé ces choses-là depuis des années, qui ont des outils propres, qui financent par prêt ou par des prises de capital, avec des petits outils à 50, 60, 80 000 euros. Donc ça, c'est le cas pour la Banque Populaire, c'est le cas pour le Crédit Agricole. Bon, donc c'est cette connaissance intime de ces gens-là avec qui on travaille depuis des années qui fait que, à un moment donné, quand on arrive avec une belle idée, mais qu'on n'a que 10 000 euros dans la caisse, si vous allez avec 10 000 euros à la BPI va vous prêter 10 000 euros. Donc il faut renforcer les fonds propres à un moment donné pour être capable de faire un démonstrateur qui permettra à la BPI de rentrer dans votre... Voilà, toutes ces cases d'argent public, que ce soit pour financer le produit, pour tester le marché. La région a un produit qui s'appelle Pacalabs, bon, je ne sais pas si ça continuera au-delà de 2017, mais qui permet d'expérimenter sur un territoire avec des montants significatifs, avec des usagers, un territoire, une utilisation, enfin, un objet technique jusqu'à 100 000 euros, une expérimentation qui associe des entreprises, une collectivité, un lieu précis sur des applications numériques. Toute cette ingénierie-là, c'est le quotidien des équipes et de plein de gens qui font que on arrive à trouver ce financement qui fait qu'à un moment donné, on va finir par aller voir un Provence Business Angel, enfin avoir un investisseur, un groupe d'investisseurs qui va dire « Ah oui, donc vous avez déjà eu la BPI, vous avez une faisabilité de marché, enfin, ce que les tables rondes précédentes vous ont raconté, quoi. » Et ce métier-là, voilà, c'est l'air de rien, il est important parce qu'il fait gagner du temps aux gens. Parce que s'il faut se taper toutes les portes en se cognant 4 fois, on perd 6 mois et puis on s'est fait mal, quoi, je dirais, parce qu'on n'a plus de sous. À ça se rajoute, c'est pour ça que nous on a porté la création à l'époque de Provence Business Angel. Ça c'est un outil qui est devenu banal aujourd'hui entre guillemets dans le monde du financement de l'amorçage. Aujourd'hui on porte ensemble la problématique du crowdfunding sur ce territoire parce que le crowdfunding, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du financement des projets, mais c'est un complément de financement. Ça vient rajouter 20 000, 30 000, 50 000, ça dépend des projets. Carole, qui était là, Provence Business Angel, est allée sur un projet de panneaux solaires qui est chez nous à Château-Gombert, Universun, en partenariat avec WeSeed, qui fait du crowd de haut de bilan. Je pense que WeSeed avait dû mettre 80 000 euros sur une levée à 600 000. Donc à un moment donné, quand il faut boucler un tour de table, le crowdfunding est devenu un outil intéressant pour boucler les tours de table. Cette ingénierie-là, c'est notre quotidien parce que... Ce qui est important, c'est qu'on a vu encore dans le comité de sélection des Financial Innovation Day, on a de très beaux projets. Certains d'entre vous en font partie. Donc cette année, c'est un bon cru. Mais il y avait encore une ou deux fiches. On voyait mise de fonds 3 000 euros, recherche 300 000.
Bon, ce que tu expliques, c'est qu'effectivement, on passe pas de mise de fonds capital 3 000 à 300 000 en disant je cherche un investisseur, mais en faisant ce parcours patient qui va d'étape en étape, qui permet d'aller voir effectivement tous les dispositifs et de constituer petit à petit un capital et des fonds propres qui vont permettre de consolider l'entreprise et lui permettre d'être en dialogue avec des investisseurs. Oui, c'est cette phase là où la courbe semble pas encore avoir décollé, où c'est un peu plat, c'est compliqué, mais on cherche les collaborateurs, on vérifie que le produit correspond à un marché, on pivote une fois ou deux. Il faut tenir, entre guillemets. Il faut il faut être capable de payer le loyer, les salaires, le développement. Et ça, cette partie-là de résilience, c'est pas immédiatement des investisseurs qui vont la financer, puisqu'ils attendent de voir si le système qu'ils ont en face d'eux réagit au baf qui prend à gauche, à droite, évite les écueils. Ils sont attentifs, mais ils regardent. Parce qu'après, quand vous avez trouvé ces 150 000 euros, allez voir des clubs d'investisseurs qui peuvent aller ou seuls ou en plusieurs. On retrouve 150 de plus, et avec ces 150 plus 150, allez voir PACA, émergence, on va doubler. On sent bien qu'après, passer à 400, 800 et au-delà, ça commence à être raisonnablement faisable sur ce territoire depuis quelques années maintenant. Mais il faut tenir cette phase où il faut avoir un banquier qui a cru en vous assez longtemps. Et vous êtes apparemment un exemple vivant de cette chose. Il va vous passer la parole. On va passer la parole à Richard Estève, justement, de la société Atayenne, qu'on a déjà entendu dans le premier plateau. Mais on va rappeler le métier d'Atayenne d'abord. C'est développement d'applications spécifiques Facebook. C'est ça. Sur Facebook pour les entreprises. Oui, parlez bien près du micro. Est-ce que c'est un vert? Oui, normalement, ça doit marcher. On doit pousser un peu le son, peut-être. Ah, je crois que ça marche là. Oui, ça marche. Atayenne est une société américaine avec des porteurs de projets français et des investisseurs français, donc on y reviendra, qui développent des applications sur Facebook pour les entreprises. Aujourd'hui, on a un peu plus de 3 millions de clients sur Facebook par les entreprises. On est dans le top 5 mondial. Et je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit. Quel a été le parcours à partir du moment où il y a l'idée géniale, gling, il y a un truc fabuleux que j'ai trouvé, jusqu'à la montée, parce que vous êtes arrivé à des levées de fonds tout à fait conséquentes. Vous avez terminé votre première levée de fonds. Oui, Alors on va y revenir. Donnez-nous les étapes un petit peu pour faire un peu de pédagogie, parce qu'on se dit toujours c'est le Père Noël, mais le Père Noël n'a pas beaucoup vu. C'est très intéressant et je vais rebondir sur ce qui a été dit d'ailleurs. Donc le parcours nous qu'on a eu, c'est d'abord de l'idée à la première levée de fonds, c'est se dire on va faire 100 levées de fonds. Parce que je pense que c'est un vrai risque de se dire il faut absolument de l'argent, il faut absolument de l'argent. L'argent est indispensable, mais réfléchir uniquement et forcément avec l'argent peut poser un vrai problème. Parce que le chiffre théorique des 200 000 ou autres, après derrière, on en vient à faire des business plans, à mettre des cases dans des business plans, et avec de l'argent qu'on n'a pas forcément besoin là où on le croit, ou alors qu'on peut réfléchir différemment et être beaucoup plus performant en allant chercher les idées ou les ressources différemment. Donc nous on est parti au départ en se disant on n'a pas d'argent, on va essayer de se débrouiller sans argent. Bien entendu, rapidement, il a fallu développer les premières expériences pour pouvoir voir si ça tournait. Et quand ça tourne, là, on se retrouve en situation... Première étape qui est intéressante, que j'ai entendue tout à l'heure dans vos discussions, c'est que vous êtes économe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de building à Atayenne, il n'y a pas de bureau à Atayenne. Vous travaillez chacun chez vous, en télétravail, et vous constituez le projet comme ça. Donc vous êtes hyper économe dans cette phase-là. On en revient à ce qu'on dit. Voilà, c'est qu'on a commencé en se disant on n'a pas besoin de fonds et on ne lèvera pas de fonds. Donc à partir de là, il faut trouver des idées. Donc les idées, c'est le télétravail, c'est pas aller prendre des locaux parce que les locaux, c'est une structure de coût qui est rapidement importante. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on travaille avec des collaborateurs qui sont là depuis plus de 9 ans et qu'on n'a jamais vu. Et que ça fonctionne extrêmement bien et on est extrêmement performant avec ça. Et au défi les experts en ressources humaines là. Donc c'est une autre façon de voir les choses. On est obligé d'être ingénieux quand on ne va pas forcément chercher des fonds dès le départ. Et après, pouvoir intéresser, nous je vois que dans le capital, les porteurs de projets sont dans le capital, ils sont actionnaires. Donc c'était aussi un choix. Aujourd'hui, ils ont entre 5-6% en étant depuis le départ de l'aventure. Et quand on voit qu'on vient de clore notre dernière levée de fonds sur une Alors après, on a compris. Une période où vous dites on lève pas. Après, qu'est-ce que vous faites? Alors là, on commence à développer notre produit et on a eu la chance que ça a vite pris. Donc à partir de ce moment-là, on a déjà quelque chose de réel. La preuve du concept, comme on dit. La preuve du concept, parce que le plus dur, c'est le financement de l'idée. Parce que dans l'idée, là, c'est beaucoup plus Mettez le micro bien près de votre menton. Voilà. Le financement d'idées, parce que là, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher. Donc une fois qu'on a fait la preuve du concept, là, il faut aller lever.
Nous, on est dans un secteur qui est l'Internet, qui aujourd'hui a certainement le vent en poupe avec des grands mécènes, style Xavier Niel, Steve Rosenblum ou autres. Et on a eu la chance d'avoir un financement de leur part parce qu'on était sur quelque chose de compétitif et sur lequel ils ont vu un réel intérêt. Donc après, c'est certain, quand vous avez un Kima Venture, Xavier Niel, Steve Rosenblum, même s'ils font du saupoudrage dans beaucoup de startups, quand vous les avez dans un tour de table, c'est beaucoup plus facile pour aller chercher de l'investisseur privé parce qu'il y a déjà quelque part une notoriété, une référence. Ça consolide, ça fiabilise. Ça fiabilise sans aucune ambiguïté le process suivant. S'il n'y a pas ça, je pense que ce qui est important, c'est le track record des porteurs de projets. C'est qu'on voit qu'est-ce qu'ont fait les porteurs de projets avant, quelle est leur expérience, et s'il y en a une, on peut capitaliser là-dessus, parce qu'on peut être déjà sur des deuxième ou troisième aventures, et là, ça peut être une bonne chose. Nous, on vient de finir notre troisième levée de fonds, on va dire, sur une valo de 10 millions d'euros post-money, et on a levé 500 000 euros. Ça a été les fonds les plus faciles à aller chercher. C'est redoutable ce que vous racontez. Oui, non, mais c'était les plus faciles à aller chercher parce qu'on avait déjà un modèle qui a été prouvé, parce que la société existait avec ses applications, qui a été fait sur une structure de coût extrêmement faible, parce qu'on s'est dit on va la faire sans argent. Donc une optimisation des structures de coûts qui nous ont permis, parce qu'on aurait pu mourir, hein, mais on a réussi à survivre. Donc on a fait nos preuves avec ce modèle-là. Et derrière, des actionnaires de référence, comme je le citais, avec Kima, avec Rosenblum ou Niel. Donc à partir de ce moment-là, on a fait une levée de fonds qui a duré moins de 3 semaines et on était sur-surstrie. Pourquoi ? Parce qu'on avait tous ces facteurs clés de succès derrière nous. Et là, on arrive à une autre étape, et c'est là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est l'effet de levier, c'est qu'on va passer en fait d'une petite levée de fonds qu'on a fait donc, du départ, qui était du Love Money, parce que c'est nous qui l'avons apporté, ou du réseau très proche, à une levée de fonds qui a été très dure, donc la période a duré quand même 5 ans, hein, ça a été extrêmement dur, hein. Mais une levée de fonds de 500 000 qui s'est fait très très bien passé, qui a été assez facile, et maintenant on va directement sur un modèle de levée de fonds à l'américaine, où on vise courant 2017, voire fin 2017, une levée de fonds de 10 millions. Ah, de 10 millions carrément. 10 millions, ouais. D'accord. 10 millions. Parce qu'à un moment donné, sur les marchés, après une fois que vous passez sur le marché américain, tel que le nôtre, on est sur des levées de fonds. Allô ? Voilà, c'est beaucoup mieux là. On est sur des levées de fonds qui sont sans comparaison. Aller lever aux États-Unis 1 million, les Américains sur notre secteur qui est l'Internet, qui est le monde des applications, ils ne vous regardent même pas, ça ne les intéresse pas. Les dossiers ne les intéressent pas. Par contre, aller lever 10 millions, ils savent faire et là, ils commencent à être intéressés par votre dossier. Donc, encore une fois, c'est une autre phase de l'aventure et c'est celle qu'on va attaquer courant 2017 avec des valos, bien sûr, qui doivent suivre, qui sont beaucoup plus importantes pour éviter les dilutions. Mais c'est un autre gap, quoi. Oui, je veux rajouter quelque chose. Souvent, ce moment un peu critique, c'est est-ce qu'on continue à rester sur notre idée de produit propre avec les ressources qu'on a, ou est-ce qu'on se met à faire un peu d'alimentaire à côté pour pas mourir? Et ça, on le voit, nous, à longueur d'année, de vie, quoi. C'est-à-dire, en gros, alors si le type est tout seul, c'est difficile, parce qu'il y a les jours et la nuit il essaie de dormir un peu, mais s'ils sont plusieurs, on voit qu'il y a ces alternatives. Et c'est jamais simple de conseiller, de dire non, mais les canards, perdez pas du temps à faire de l'alimentaire, parce que si personne leur trouve des sous, l'alimentaire, ça permet de pas mourir. Donc il y a des moments où faire de l'alimentaire à côté, c'est pas optimal, c'est pas génial, mais ça permet de tenir en même temps. Ça permet de beaux projets de survivre. Donc ça, c'est souvent un dilemme. C'est en gros, suivant que les équipes on arrive avec une expérience, viennent avec déjà un métier. Donc ils savent que il y en a sur les 3, il y en a un qui continue à alimenter la pompe à cash parce qu'il fait du service, et puis on continue à mettre de l'énergie sur le produit. Ça, c'est souvent des choses qu'on voit. Donc c'est vrai que c'est pas de l'argent, c'est pas de la levée de fonds, c'est le fait de tenir. C'est ce qu'on disait. Parce que il y a plein de gens qui disent, et nous on a accompagné de la montée de l'ingénierie de création de fonds. Donc moi je pense que c'est important. Mais il y a plein de gens qui ne veulent pas d'investisseurs dans leur capital parce qu'ils ne veulent pas être dilués. C'est un vrai débat là aussi, parce qu'il vaut mieux un petit morceau d'un gros gâteau que pas de gâteau du tout. Mais on n'est pas dans la tête de tous les gens qui créent des boîtes. Donc il n'y a pas de règles. J'ai avancé tout à l'heure en disant, voilà,
la boîte qui est partie avec une bourse French Tech à 30 000 et qui vient de lever 1,5 million, et entre les deux qui a tiré la langue mais a tenu, ça c'est exceptionnel en général. Entre les deux, il y a plein d'outils qui font que ça marche. Mais là, ça n'a pas marché. Je veux dire, on a essayé plein de trucs. Ils avaient fait 2 fois Las Vegas et les gens ne sont pas précipités sur leur produit qui va être un truc mondial. Après, tout le monde regrettera de ne pas être rentré dedans. Mais plus l'innovation est de rupture, plus les gens de l'écosystème peuvent se poser les questions de mettre leur sous là plutôt que là. Oui. Et c'est aussi une des difficultés de cette ingénierie là pendant ces premières années, c'est que les gens qui sont en instruction de dossier, les gens qui sont à écouter les pitchs, ils en reçoivent à flux tendu en permanence des dossiers. Donc une partie du travail aussi, c'est en tout cas de préparer les gens à aller correctement demander les sous et pour la bonne raison, au bon endroit. C'est une phrase un peu générale, mais qui veut tout dire, quoi, parce que voilà. Il ne faut pas faire financer n'importe quoi par n'importe qui. Et ça, ça se voit moins qu'avant, comme tu disais tout à l'heure. Je pense que là, on a vu, nous, un niveau de maturité des projets qui se renseignent, qui s'informent sur le web. Je veux dire, on a un tiers des entreprises qui sont dans nos couloirs, qui suivent un MOOC à l'EM Lyon, aux États-Unis. C'est génial, quoi. Je veux dire, il y avait une question hier sur notre lancement Meet Africa où on nous disait, mais oui, alors Meet Africa, vous n'avez pas de MOOC. Je me dis, mais attendez les canards, inscrivez-vous au MOOC de Stanford, du MIT et bon vent, quoi. On ne peut pas tout faire tous, quoi, mais... Donc cette maturité existe et après, il n'y a pas de 2 individus pareils. Plus les équipes sont 2, 3, 4, là les chances de survie sont fortes parce qu'ils ont des interlocuteurs qui disent « Ah oui, c'est organisé, il y a le chef, il y a le responsable du market ». Donc ça aussi c'est un gage, je ne sais pas combien vous étiez au démarrage. Richard et Steve, un petit peu la répartition des rôles. On a vu en fait ce matin le fondateur. Vous êtes plutôt l'homme de la finance? Moi, j'étais partie financière. J'ai un background en banque d'affaires, en finance de marché et banque d'affaires. Donc, j'ai rejoint, je suis l'un des fondateurs, mais le porteur de projet est Gauthier Brosse, qui a eu l'idée et qui est intervenu ce matin. Et je m'occupais de toute la partie financière. Parce qu'encore une fois, vous avez entièrement raison, quand on est sur des équipes, si vous êtes seul, c'est impossible. Aujourd'hui, pitcher pour faire des levées de fonds, ça vous prend 40 à 50% de votre temps. Et encore, en allant au bon endroit, au bon moment et en étant optimisé. Donc c'est vrai que de suite, avoir une répartition des rôles, même si on n'était pas tous à temps plein sur la société atayenne, mais au moins pouvoir mettre un visage sur des fonctions, c'était extrêmement important et ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Donc on avait un CEO fort qui était le fondateur, qui était Gauthier Brosse, on avait un responsable du développement, un responsable marketing et moi qui avais le rôle de CFO, quelque part de directeur financier, même si j'avais une activité encore une fois à côté en banque d'affaires. Quand j'avais des interlocuteurs, j'étais CFO d'Atayenne. Et là ça change beaucoup de choses. Parce que, ça me permettait de canaliser tout ça avec une compétence et une connaissance que j'avais et pouvoir aussi faire jouer à fond mes réseaux que j'avais dans mon activité parallèle et celle qui était mon activité alimentaire, on va dire. Donc ça, effectivement. Alors on va passer la parole à Marc Messina pour parler justement de la formation, parce que c'est un aspect important. Quand on voit que les projets sont plus matures, c'est parce que les chefs d'entreprise ont accepté d'investir dans une formation ou dans des formations pour pitcher, pour faire de la comptabilité, de la gestion et de la communication. Et donc, on est les 3 qui avons porté ce bébé ensemble, le Manager Academy PACA, pour faciliter la formation des porteurs de projets. Marc Messina. Bonjour. Allô, ça marche? Ouais. Oui. Je voulais surtout dire que ce consortium que l'on a créé, Manager Academy PACA, est né d'un constat. C'est vrai qu'on est en contact tous les jours avec des start-upers qui sont brillants comme tout dans leur domaine et il fallait pouvoir les faire monter en compétences dans d'autres domaines que là où ils étaient vraiment spécialisés. Et donc du coup, on s'est dit qu'en nous regroupant, on allait pouvoir mieux les accompagner. Alors c'est vrai qu'on est face à des gens qui ont besoin de savoir comment manager, comment communiquer avec leurs équipes ou réfléchir à des problématiques qui ont trait à l'intelligence compétitive, hein, savoir si leurs produits sont brevetés ou pas. Et donc tout cet apport, c'est Marseille Innovation qui peut l'apporter.
savoir aussi analyser un bilan, comprendre ce qu'est un bilan et pouvoir dialoguer avec son banquier. Donc du coup, on a regroupé chacun de nous nos différentes compétences pour apporter une offre globale au travers de Manager Academy PACA. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces start-upers sur des formations très pratico-concrètes. Je crois que l'idée, ce n'est pas de leur apprendre à faire un bilan, par exemple, mais c'est de leur faire comprendre les éléments importants de ce bilan pour pouvoir en parler. Donc on intervient en intelligence compétitive dans la veille concurrentielle. On intervient dans la réputation, dans la veille marketing. Donc, et en fait, les formateurs qui vont intervenir, ce sont des personnes qui ont à la fois l'expérience et la connaissance du domaine. Et je crois que l'idée surtout, c'est de faire passer cette expérience à nos start-upers. Je crois que c'est déjà très, très intéressant si on arrive à avancer dans ce sens-là. L'idée aussi que vous avez derrière, c'est que très souvent le budget formation des sociétés n'est pas consommé et que nous, on a un appui pour vous aider à regarder ce que c'est que votre budget de formation, comment il peut être optimisé auprès de votre organisme collecteur. Très souvent, quand on démarre, on ne sait même pas ce que c'est. Je parle pour moi, j'ai été créateur d'entreprise. Et donc, effectivement, on a cet appui en ingénierie qui vous permettra d'optimiser vos budgets de formation si vous faites appel à Manager Academy PACA. Voilà, on va passer à vos interrogations. Je pense que vous en avez parce que voilà, Christian a cette longue expérience de l'accompagnement des entreprises. Donc, ce qui marche et ce qui ne marche pas, il le sait. Et puis, on peut vous répondre sur d'autres interrogations que vous aurez. C'est à vous. Personne ? Non. C'est l'heure de manger, c'est ça? Vous savez tout? Juste une petite question pour monsieur concernant donc le financement des emplois. En fait, c'est géré de quelle manière? Quelle est l'approche qu'on doit avoir pour pouvoir... Alors oui, je reviens sur le... Je crois que j'ai évoqué le FIMP, hein, qui est un des outils effectivement du territoire, qui a été inventé par la métropole associée à l'État et au conseil départemental maintenant, puisque c'est plus le conseil général. Et c'est une problématique d'anticipation d'emplois à créer dans votre projet. Oui. Et donc ça va vous financer à hauteur de 6 000 € par emploi à créer, avec des échéanciers qui sont, au fur et à mesure que vous les créez, ils vous financent. Et voilà. Oui, voilà. Bon, donc ça vaut ce que ça vaut, mais c'est intéressant, ça permet voilà, d'attraper 10, 20, 30, 40 000 € sur les phases de démarrage. Alors ça ne vaut pas sur tous les projets, parce que sur un projet où on va être 2 pendant 5 ans à faire de la techno, c'est pas intéressant. Mais je sais pas, je prends Traxens. Traxens qui fait des plus belles pépites. Ouais, voilà, qui est sorti de chez voilà, nous. Ils sont déjà 70 et ils étaient 45 il y a un mois. Et ben, eux, c'est sûr que le film, ils l'ont eu. Alors vous m'allez dire, oui, ben, alors le film, aujourd'hui, ils ont levé des millions d'euros. Ils sont adossés au numéro 2 et numéro 3 mondial de porte-conteneurs. Et quand il fallait compter les petits sous du démarrage, je peux vous dire que Michel, il venait regarder, entre autres, la facture de loyer, de marginalisation et des services. Parce que tous les sous comptent. Et ça, c'est aussi un des sujets. C'est que vrai sujet que vous avez pour 259 € chez nous, vous avez accès à tout un écosystème qui fait que vous avez de l'expertise. Voilà, c'est des lieux pas chers, efficaces, où on gagne du temps, où on a des voisins qui vous ressemblent. Enfin, créez pas tout seul dans votre garage. Enfin, c'est bien pour démarrer, parce que le garage, pas de mal, ils ont créé dans leur garage. Oui, hein. mais il marche bien. Ouais, bon, voilà, ça c'est le FIMP. Mais... Oui, allez-y. Ben, ce film-là, il sert. Non, je l'ai dit, il sert. Et non, c'est l'outil de ce territoire. Mais peut-être qu'à Nice, je ne sais pas. Il faut demander à M. Estrosi. Peut-être qu'il a inventé un truc sur la ville de Nice. Ici, ça a été inventé par. Bon, voilà. Donc, ça a été inventé par ce territoire pour conforter des emplois sur l'ensemble des projets technopolitains de cette ville. En même temps qu'Aix,
sur son bassin historique lié au charbonnage, avait des outils qui se sont transformés en fonds d'amorçage. Bon, mais ça, c'est de la connaissance des outils de territoire. Et à un moment donné, sur chaque territoire, il y a des outils comme ça. Effectivement, aujourd'hui, les outils du charbonnage n'existent plus, mais parce qu'à l'époque, c'était des crédits de reconversion. Crédits de reconversion. Bon, donc, la connaissance intime des territoires, c'est important pour gagner du temps. Si vous vous installez sur Nice, il doit y avoir quelque chose qui ressemble à ça, mais que je ne connais pas moi, mais évidemment que des gens qui nous ressemblent à Nice doivent connaître. Voilà, qui est d'autre? Vous pouvez voir la Fondation Sophia Antipolis notamment qui peut vous aider là-dessus. Qui a des questions encore? C'est parfait. Pas de doute. Voilà, et puis il y a encore un peu de place dans nos couloirs, n'hésitez pas. Très bien. Merci donc à Christian Rey, merci à Marc Messina, merci à Richard Estève pour ce plateau. On se retrouve à 14h.